Bonsoir, maître Sylvain Pont. Bonsoir. Vous êtes l'invité de C'est-à-dire ce soir, car vous êtes le défenseur, l'un des défenseurs de la famille de ce jeune Hakim Hajimi, mort à Grasse il y a une semaine, pile une semaine, après une interpellation de la police, plutôt musclée. Et juste après la mort de ce garçon, la famille, les proches d'Hakim Hajimi ont parlé très vite de bavure policière. Qu'est-ce qui permet de dire ça ? C'est vrai que la tentation est grande de parler de bavure, même si on sait que la vérité est dure comme le diamant et fragile comme la fleur du péché, pour reprendre la formule d'un certain Gandhi, avocat d'ailleurs de métier. Mais pacifiste, Gandhi. Et pacifiste aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette affaire, l'impression que l'on a, c'est qu'il y a au moins un dysfonctionnement de ce que l'on pourrait appeler les conditions d'interpellation. Une interpellation, par définition, ça sert à interpeller, ça ne sert pas à attenter à la vie d'un jeune homme. Alors, vous dites ça, il faut revenir sur les faits eux-mêmes. Ça se passe à Grasse, on est vendredi, ce garçon va dans une banque, demander de l'argent, on lui refuse, et là, quand même, il devient très violent. Il gifle le directeur, ensuite, il va sortir, la police va intervenir, une brigade anticriminalité, ils sont 4, et il va être tellement violent qu'il va casser la clavicule d'un des policiers. On peut comprendre que les policiers eux-mêmes aient fait usage de la force. Alors, c'est pas si simple. L'avantage que j'ai sur vous, c'est que j'ai accès au dossier pénal. Et la vérité de ce dossier, c'est qu'en réalité, le fonctionnaire de police, et c'est peut-être un scoop d'ailleurs dans le cadre de cette émission, le fonctionnaire de police connaissait déjà l'intéressé. Il l'avait déjà interpellé à 2-3 reprises. Et alors ça change quoi? Ce qui change, c'est qu'il ne s'agit pas d'arrêter un forcené ou quelqu'un qui est super excité, mais la première approche de ce policier, c'est d'abord de le contrôler, éventuellement de le menotter, et c'est uniquement à ce moment-là que le jeune homme, malheureusement rappelé à Dieu, aujourd'hui, va commencer à s'opposer à l'interpellation. Vous voulez dire qu'une fois qu'il a été neutralisé, il y a eu là un affrontement psychologique entre deux personnages qui se connaissaient déjà? L'intéressé dit simplement « je ne veux pas que vous me touchiez ». Voilà. Bon, discours peut-être discutable, mais en tout cas, ça ne justifiait pas la position qui a été prise. Et c'est si vrai que c'est quoi la position? Parce que vous reprochez aux policiers d'avoir continué, après l'avoir neutralisé et menotté, de continuer à être violent avec lui, c'est ça? Ce que je reproche, je ne suis pas là pour donner les cartons jaunes ou même les cartons rouges, la justice s'en chargera. Mais ce qui est sûr, c'est que dès le départ, il y a un petit souci au niveau du menottage. Qu'est-ce qui se passe? On commence à menotter par devant. On sait très bien que tous les fonctionnaires de police... C'est simple, hein, surtout avec un garçon violent. C'est pas simple. Mais la réalité, c'est qu'on va se retrouver après dans une situation de fait complexe qui va justifier après peut-être certaines pratiques policières, mais jusqu'à quel point? C'est ça. Je voudrais vous montrer des images. Regardez, hein, c'était 2 jours après les faits, moins de 2 jours, le dimanche. Les proches, la famille, sans attendre le résultat de l'autopsie, organisent une marche d'hommage à Hakim et puis aussi de protestation silencieuse à Grasse. Protestation qui a fini devant le commissariat. Est-ce que c'est pas un peu tôt, à moins de 48 heures après les faits, pour accuser la police et mener une telle manifestation? Parce que c'est pas très serein finalement le climat. Non, mais j'ai la faiblesse de penser que cette cause est juste lorsque vous avez le privilège, comme moi, de côtoyer la famille, de voir ce père très éprouvé, qui voit la chair de sa chair dans cet art, notamment ce matin il était reposoir. Je crois qu'on peut tout pardonner à cette famille et qui souhaite uniquement la vraie vérité. On ne demande pas le procès de la police ou même des policiers, simplement on exige la vérité et on a le droit de l'avoir. Les éléments qui viennent nourrir votre dossier, c'est quoi? Il y a des témoins accablants, dites-vous? Alors, évidemment, je dirais que c'est comme sur un terrain de football. Il y a une faute et puis des supporters. Mais que disent-ils? Soyez concret, voilà, maître. Il y a ceux qui soutiennent la thèse de la police qui vont dire une chose, soit qui vont nier, soit qui vont dire ça s'est passé très vite. Bon. Et puis de l'autre, évidemment, ceux qui sont du côté de la partie civile, ceux des plaignants qui viennent dire mais attendez, vous nous dites que vous ne pouviez pas faire autrement, mais pourquoi êtes-vous resté aussi longtemps à le maintenir sous pression? Et parce qu'on parle d'asphyxie. Oui, ce qu'on reproche aux policiers, c'est d'avoir éventuellement asphyxié. On parle d'asphyxie. Et puis, il y a effectivement, vous avez raison de le noter, un certain nombre de témoins, une dizaine environ, qui viennent dire mais on aurait pu éviter le drame. Pourquoi? On aurait pu éviter le drame tout simplement parce qu'on est venu plusieurs fois dire à son fonctionnaire de police mais vous voyez pas qu'il est en train d'agoniser, vous voyez pas qu'il est tout bleu, c'est d'ailleurs dans la procédure.
Tout de même, alors une objection que je suis obligé de vous faire, parce qu'elle est dans le dossier aussi, c'est un des arguments du préfet. Ce jeune Hakim Hajimi était connu des services de police. Il avait fait des périodes en hôpital psychiatrique. C'était quelqu'un perçu comme un rebelle par les policiers de Grasse. Oui, mais nous ne remettons pas en cause l'interpellation. Ça pose d'ailleurs le problème des méthodes d'interpellation. Je veux dire, si on n'est pas capable d'interpeller, il ne faut pas le faire. Si on n'a pas la formation qui est nécessaire, là aussi, il faut prendre des mesures nécessaires. Ou alors s'équiper utilement. Il y a 3 enquêtes en cours actuellement. Qu'est-ce que vous attendez des enquêtes? Il y a l'information judiciaire, il y a l'enquête de l'IGPN, la police des polices, et puis il y a une enquête de l'État tunisien aussi, parce qu'il avait la double nationalité, c'est ça, Hakim? C'est exact, effectivement. J'ai cru comprendre que le gouvernement tunisien, à juste titre, avait pu s'émouvoir de ce décès, mais je crois qu'il ne faut pas rentrer dans une logique ethnique. La réalité, c'est qu'un jeune homme de 22 ans, est mort dans des conditions pour le moins troublantes et inhabituelles. À partir de là, c'est normal que l'on s'indigne, c'est normal qu'on essaye de comprendre. Qu'est-ce que vous attendez des enquêtes? Vous savez, il y a une... concrètement, oui. Qu'elles définissent la cause de la mort entre asphyxie et malaise cardiaque? On est parti sur une logique d'homicide involontaire. Bon. On verra bien ce que ça donne, mais il est évident qu'il y a un dysfonctionnement dans les méthodes d'interpellation. On dit toujours, je crois que puisqu'on est en plein festival de Cannes, je crois que c'est Audiard qui disait la justice c'est comme la Sainte Vierge, quand on ne la voit pas depuis un certain temps, on finit par douter qu'elle existe. Voilà, c'est normal qu'il y ait des doutes. Maintenant, si on démontre que la justice existe, eh bien, mes clients en seront satisfaits. Le point clé, et concret, c'est de savoir si oui ou non il y a eu strangulation après l'interpellation, alors qu'il était neutralisé, et de savoir s'il a donc été asphyxié et s'il est mort d'asphyxie. S'il est mort d'asphyxie, et quand est-ce qu'on le saura? Vous avez raison. L'autopsie a quand même les premiers éléments du rapport d'autopsie, qui n'est pas encore définitif, mais laisse évidemment penser qu'il y a de véritables signes d'asphyxie. Je pense qu'on a été très prudent dans la formulation, parce qu'en réalité, il est évident qu'il y a probablement un arrêt respiratoire, même s'il y a un arrêt cardiaque par la suite. Il est évident qu'il y a un lien de causalité entre le comportement d'un fonctionnaire de police et le décès de ce jeune homme, sachant quand même que, bien sûr, être policier, ce n'est pas un métier facile, ça, on est d'accord. Justement, vous dites que la police aurait pu éviter le drame, mais comment? Parce qu'on ne dialogue pas avec quelqu'un de violent. Je voudrais vous montrer le témoignage d'un gendarme recueilli par France 2 il y a quelques mois, c'était en novembre, diffusé dans le 20h de France 2, au moment où on parlait de la pression considérable qu'il y a aujourd'hui sur les policiers et sur les gendarmes. Écoutez ce témoignage. C'est devenu un peu chacun pour sa gueule, chacun traite ses dossiers. C'est des gendarmes qui prennent des cachets pour tenir le coup. C'est des gendarmes qui prennent de plus en plus d'arrêts maladie. Et c'est des gendarmes qui commettent des fois des actes irréparables. C'est beaucoup de lassitude, on se sent abandonné et il y a cette fatigue qui est là en permanence. Les policiers, les gardiens de la paix aujourd'hui dans ce pays sont entre le marteau et l'enclume. Ils doivent faire respecter la loi, ramener l'ordre, et ils ont face à eux parfois des gens qui sont eux-mêmes d'une grande violence. Oui, il y a beaucoup de suicides chez les policiers. On est d'accord, force doit rester la loi, mais en même temps, on doit utiliser la force strictement nécessaire. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, mais maintenant il y a des moyens, il y a des moyens techniques, il y a aussi des équipements qui peuvent être mis à disposition. Vous pensez à quoi? Bon, par exemple, on voit aux États-Unis, là en matière de transparence, les véhicules de police qui sont équipés de vidéos. On voit même d'ailleurs des vidéos ou des webcams maintenant sur les policiers eux-mêmes. Ça ne réglera pas tous les problèmes. Mais vous pensez que si les BAC, par exemple, comme celle qui est intervenue, avaient été équipées d'une vidéo qui est filmée obligatoirement, systématiquement, automatiquement la scène, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là? Dans ce cas précis, je ne peux pas vous dire, mais par exemple sur l'interpellation, il y a d'autres méthodes. On a utilisé à un moment donné les filets, un peu comme les filets de gladiateurs. C'est quand même relativement efficace. Peut-être pas facile à mettre en place, mais il y a les tasers dont on a beaucoup parlé. Les tasers, c'est ça? Voilà, qui envoient une certaine décharge avec un faible ampérage. Bon, il y a des partisans, il y a des détracteurs. Vous êtes plutôt partisan de cet outil? Alors, je fais partie d'une association de criminologie et au sein de cette association, il y a les deux thèses. Il y a d'un côté, pour ne pas le nommer, le professeur Kilioli, grand criminologue, qui nous dit appliquons le principe de précaution, parce qu'on ne sait jamais, on n'a pas assez de retours. C'est dangereux cet outil, oui, c'est ça. On n'a pas assez de retours, on nous dit qu'aux États-Unis, il y aurait eu des difficultés. Bon, en même temps, les partisans, dont M. Toiti, disent oui, mais c'est super efficace. Pourquoi? C'est super efficace parce que ça permet de neutraliser l'individu
Et pendant ce temps-là, on le menote correctement. Et après, il y a moins de risques donc de bavure de ce point de vue-là. Peut-être qu'il y a des choses que l'on peut faire. Par exemple, ne confier le Taser qu'au responsable de l'équipe. Le former utilement. Le magazine Valeurs Actuelles, qui est publié aujourd'hui, dit qu'à l'Élysée, cette affaire a beaucoup inquiété. Est-ce que vous avez eu des contacts avec l'Élysée ou avec le ministère de l'Intérieur? Alors, j'ai cru comprendre que cette affaire était remontée jusqu'à l'Élysée. Je crois que les juges qui sont en charge de son dossier n'ont pas besoin de tout ça. Je pense que dans un premier temps, on peut considérer qu'on peut leur faire confiance, mais ils sont sous haute surveillance. Vous avez eu des contacts, vous, avec l'Élysée? Personnellement, non, mais je sais que des proches de la famille ont été en contact. En tout cas, j'ai cru comprendre qu'il en avait été ainsi. Donc forcément, c'est un président de la République s'inquiète je ne sais pas si c'est le président en personne, mais c'est un dossier forcément sensible, notamment avec l'impact de la Tunisie dans cette affaire. Il n'y a pas de risque de politisation de cette affaire? La gauche, le MRAP et SOS Racisme ont soutenu la famille et la marche silencieuse. Vous ne craignez pas d'être récupéré politiquement? Mon souci, c'est un souci de justice, c'est un souci qui devrait animer tous ceux qui sont animés de cet idéal. Et voilà mon point de vue, et je pense que c'est celui aussi de la famille. Merci, Maître Sylvain, pour d'avoir accepté l'invitation de C'est-à-dire.